Bon, 14h05 au compteur. Certainement, on va être rejoint par certains autres participants inscrits qui vont pouvoir nous rejoindre tout au fil de ce webinaire qui, pour l'information de tout le monde, est enregistré et sera rediffusé sur les réseaux du CRT suite à cette session. On est ensemble pour un maximum d'1 h 30. C'est le temps limite qu'on se fixe pour aujourd'hui tenter de vous présenter un petit peu mieux le marché espagnol. On a intitulé ce webinaire un marché espagnol, un marché à conquérir, à reconquérir pour ceux d'entre vous qui n'ont pas réinvesti ce marché peut-être depuis la pandémie, et un marché qui nous intéresse tout particulièrement parce que l'Espagne, c'est la proximité directe avec nos destinations de Nouvelle-Aquitaine. C'est le marché international le plus proche de nous géographiquement, et c'est aussi un des premiers pourvoyeurs de touristes chaque année en Nouvelle-Aquitaine. L'Espagne est régulièrement numéro 1 et systématiquement dans les trois premiers pays émetteurs de touristes vers la Nouvelle-Aquitaine. Peut-être passer à la slide suivante, Catherine. Juste pour vous dire que ce webinaire s'inscrit dans un cycle de webinaires qu'on a lancé cette année qui s'appelle le rendez-vous du CRT, donc les rendez-vous du CRT. Des webinaires toute l'année pour mieux vous faire connaître les enjeux du tourisme en Nouvelle-Aquitaine, que ce soit sur la demande avec des présentations de marché comme celle qu'on fait aujourd'hui, sur l'offre, sur les aides régionales, sur les dynamiques de filières qu'il peut y avoir chez nous. N'hésitez pas à aller sur notre compte LinkedIn et sur notre site pro pour consulter tout le calendrier de ces webinaires. Un déroulé. Alors, j'ai eu un petit problème de connexion sur ma tablette et du coup, je suis sur mon portable, mais je vais quand même réussir à déchiffrer ce qu'il y a sur l'écran. Un déroulé sur une présentation sur les touristes espagnols en France. On se recentrera après un petit peu plus sur la Nouvelle-Aquitaine. On aura un retour d'expérience du contrat de destination Biarritz-Pays Basque pour nous éclairer sur le marché espagnol, l'importance du marché espagnol pour ce marché, pour cette destination et la manière dont il travaille. Un grand témoin que je remercie d'être là, Adeline, pour nous donner un petit peu la vision de la distribution des tours opérateurs sur les destinations de Nouvelle-Aquitaine, et on passera rapidement sur le plan d'action de l'année prochaine, de cette année et de l'année prochaine. Voilà, nous intervenants, je ne vais pas prendre la parole plus longtemps. Catherine va vous accompagner tout au long de ce webinaire et puis on va prendre les différentes questions. Une petite pensée amicale à nos amis d'Atout France qui nous font aussi le plaisir d'être là avec nous aujourd'hui, et avec qui on travaille tout au long de l'année pour pouvoir vous proposer des plans d'action riches et on l'espère fructueux sur le marché espagnol. Et il me semble du coup que c'est Maxime qui va prendre la suite et puis Catherine. Bonjour à toutes et à tous. Merci Anthony de ton introduction. Bon, déjà, je vous prie voilà, d'excuser Dominique qui devait initialement faire la présentation de marché. Bon, déjà, un petit peu, je vais vous dresser un peu les contours un peu comme disait Anthony en introduction, le marché espagnol qui voilà, d'un prêt qui a déjà des très bons indicateurs un peu économiques et socio-économiques déjà de post-Covid, qui a l'un des marchés qui a le plus récupéré en termes que ça soit de conjoncture, d'environnement, on va dire financier et de récupération touristique. Je sais qu'on a des bons résultats et je sais que Catherine réserve des bons chiffres là-dessus. Ça s'explique. Alors, peut-être déjà pour introduire un peu le contexte, comme disait Anthony, donc sachez que dans notre bureau Atout France, basé sur Madrid, on est 14 personnes et chaque département est dédié à l'accompagnement du CRT Nouvelle-Aquitaine vraiment dans un travail de fond, que ça soit de campagne online, d'accueil influence, d'accueil de journalistes,
de sa participation à l'IBTM ces dernières années. Donc, chaque département est mis à contribution et, il faut le dire, les résultats sont significatifs. Pourquoi? Alors, clairement, donc, économiquement, c'est un pays alors plutôt stable qui a une croissance économique plutôt depuis donc post-Covid de 2% à peu près, de 2,5% de croissance qui a réussi, on va dire, l'un de ses problèmes endémiques, c'était quand même un chômage assez massif, notamment dans le sud de l'Espagne. Et ces dernières années, ils ont réussi par différentes, on va dire, différents dispositifs de contrats beaucoup plus souples aussi entre employés et employeurs, de réduire significativement un taux de chômage aujourd'hui qui oscille à peu près à 12%. Aujourd'hui, voilà, vous voyez l'un des derniers indicateurs à 12,8% pour le mois de février 2023. En termes de récupération, il faut aussi soulever que c'est l'un des pays qui, petit à petit, chaque année, augmente aussi son pouvoir d'achat. Les Espagnols étaient quand même connus avant le Covid d'avoir quand même un pouvoir d'achat un peu plus en recul, comme les économies un peu d'Europe du Sud. Et là, voilà, on sait que petit à petit, ce pouvoir d'achat devient de plus en plus solide et rattrape un peu le retard par rapport à d'autres pays européens. Vous le verrez dans les slides suivantes, comment ça se déclenche aussi sur l'acte d'achat dans des séjours en France. Pour finir, évidemment, l'Espagne, c'est deux poumons économiques, comme vous le savez, c'est Madrid et Barcelone historiquement. Il y a une tendance qui est un petit peu, encore une tendance post-Covid, où on va dire Barcelone a un peu moins d'attractivité d'un point de vue économique. Elle attire un peu moins des grandes entreprises au profit maintenant de Madrid, qui récupère vraiment on va dire, son rôle principal de capitale. Et notamment aussi d'attractivité touristique. C'est des indicateurs qu'on a vus, nous, avec le département MAIS, qui accueille de plus en plus de venues en Espagne, donc sur Madrid, de plus en plus d'événements internationaux. Et d'un point de vue d'investissement hôtelier, Madrid devient aussi, en termes de nombre de montants pardon, d'investissement structurel, beaucoup plus conséquent pour la première fois de l'histoire que Barcelone. Donc voilà, c'est un petit peu ce que je voulais vous dresser un peu en introduction. Sur la slide suivante, alors très rapidement, quelques chiffres, je ne veux pas être très lourd sur des chiffres, mais pour que vous ayez un peu un panorama de l'existence sur l'Espagne en 2023, donc on a affiché l'année dernière 7,3 millions de touristes espagnols qui se sont dirigés vers la destination France. Il faut le savoir, c'est la première destination choisie par les Espagnols maintenant depuis 2 années consécutives, avec des recettes touristiques très importantes à hauteur de 4,4 milliards. Ça aussi, c'est des chiffres qui dépassent les montants qu'on avait aussi en 2019 avant Covid, et des dépenses par personne et par séjour qui s'élèvent à 628 euros. Ce type de données, évidemment, nous, on les croise avec France Tourisme Observation et donc le cabinet Oxford Economics pour que, voilà, on ait un peu ajourné ce type de données. Dans un second temps, ce que vous voyez en dessous sur le profil de voyageur et toutes les informations que je vais vous expliquer au cours de la présentation pour vous expliquer, on a donc réalisé une étude Nielsen en 2022 pour la publier en 2023 sur le comportement des Espagnols et le comportement des Portugais qui ont voyagé en France. Et ça nous dresse en fait sur 80 questions qu'on a soumises à peu près un échantillon de 500 personnes, 500 Espagnes qui ont effectué un voyage en France. Si vous voulez, un peu à la fois un mapping, un profil des Espagnols et de comprendre vraiment leur mode de consommation pour que nous aussi, nous ajustions. Il y a un écho. Que nous ajustions aussi, que ce soit nos actions au sein du bureau de Madrid. Très clairement, sur les Espagnols, déjà, on est sur une fenêtre de réservation à peu près à 58%. Ça, c'est une donnée qui revient systématiquement chaque année. Les Espagnols programment maintenant avec aussi on va dire la flexibilité des outils digitaux ou la programmation des grands tours opérateurs ou des outils avec qui on travaille. On est sur des fenêtres de réservation vraiment à un mois à l'avance. Ils vont privilégier maintenant une tendance,
avec des séjours un peu plus longs. On est entre 5 à 6 nuitées environ sur la France. Donc à peu près à 54% des Espagnols ont effectué un long séjour donc il y a 2 ans. Et principalement, c'est vrai, pour nous, on va dire la première région qui est, on va dire, significative en programmation, c'est Paris, et particulièrement, c'est le parc Disneyland, qui a un produit, ça, historiquement, qui a fasciné et qui fascine encore les jeunes et les moins jeunes générations qui visitent la France. Donc, c'est quelque chose qui revient significativement. Sur la slide suivante, alors là, ça va être vraiment un peu plus, si vous voulez, on va rentrer un peu plus dans le détail de la radiographie du touriste espagnol, toujours selon l'étude Nielsen qu'on a commandée. C'est un sur le mode de déplacement donc des Espagnols qui, à ce stade aujourd'hui, se rendent quand même 56% d'entre eux en avion, du fait notamment, je vous le rappelle quand même, en termes de connectivité, on a le dernier chiffre, on a plus de 2400 connexions aériennes entre la France et l'Espagne aujourd'hui. Donc c'est quelque chose déjà qui, voilà, ces 2 pays, on a à peu près du côté français 19 aéroports français qui programment des destinations espagnoles et réciproquement 15 aéroports espagnols qui programment des destinations vers la France. Donc, c'est quelque chose déjà qui est qui est significatif, qui explique cela. Le deuxième point, Anthony l'a expliqué en introduction, évidemment, c'est la proximité territoriale et des déplacements en voiture significatifs. Vous le savez mieux que moi, la proximité entre le bassin néo-aquitain et les 2 bassins catalans et Pays basque espagnol font vraiment beaucoup de font beaucoup il y a beaucoup d'allers-retours touristiques aussi pour des fenêtres de week-end, pour des fenêtres un peu plus larges aussi lors de la Semaine Sainte. Donc il y a beaucoup de déplacements maintenant en voiture sur ce côté-là. Et troisième point, c'est la partie ferroviaire. Alors pour l'instant, pour Nouvelle-Aquitaine, c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas encore programmé sur la région du fait pour l'instant du retrait des projets LGV. Mais c'est vrai que c'est une tendance que là, nous, selon nos perspectives, va augmenter ces prochaines années avec des programmations vers l'Occitanie, vers la région PACA ou vers l'Auvergne-Rhône-Alpes. C'est l'augmentation aussi des déplacements en train France-Espagne. Un autre point important, c'est le choix d'hébergement, que aussi on a demandé dans l'étude Nielsen. On sait que maintenant, dans les hôtels 4 étoiles, c'est un choix qui revient significativement pour 36% des Espagnols et pour 28% des Espagnols, le choix des hôtels 3 étoiles. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Enfin, sur la partie les intérêts, je reviendrai peut-être un peu plus tard sur ça. Pour terminer un petit peu aussi la typologie que je pense que vous devez accueillir soit dans vos destinations, soit dans les établissements qui sont aussi présents et connectés aujourd'hui, c'est une typologie, on parle à des quadras qui voyagent en couple, significativement là à hauteur de 72%. C'est quelque chose qui revient ça significativement dans les études Nielsen qu'on programme. Dans la slide suivante, je ne vais pas revenir trop dans les détails parce que ça, c'est vraiment des choses voilà, qui sont vraiment, on va dire, du passé. Je préfère plutôt me concentrer sur aussi vous présenter un peu le profil de l'espagnol, comment il apprécie la destination France, comment il passe son temps pour aussi que vous ayez un peu plus des clés de compréhension pour mieux aborder aussi cette clientèle qui est très importante pour vous. Sur la slide suivante, alors là, je ne vais pas trop insister, c'est vraiment des chiffres, on va dire, globaux sur les flux et les recettes. Je préfère me concentrer aussi sur les bassins émetteurs d'Espagne. Comme je disais tout à l'heure aussi, donc évidemment, le premier bassin, c'est la Catalogne. Ça, c'est clair qu'en termes déjà de grandeur de la communauté autonome et évidemment donc de la proximité régionale, on l'a dit, c'est historiquement ça a été toujours quelque chose qui revient. La Catalogne, c'est aujourd'hui 23% quand même du dynamisme et du bassin vraiment qui concentre le plus de voyages vers la France. En deuxième position, donc la communauté autonome de Madrid, la communauté de Madrid, pardon. Et 3,
Alors, c'est quelque chose ça qui augmente significativement depuis maintenant, on va dire depuis 3 ans, on l'a relevé, c'est l'Andalousie. C'est aussi, d'une part aussi, quelque chose qu'on a repositionné aussi dans nos actions, notamment le Mediatour, où on va maintenant dans des bassins tels que Malaga, Séville, pour aussi aborder des journalistes de cette communauté andalouse. Évidemment aussi la connectivité aérienne explique cela aussi. Donc l'Andalousie est maintenant le troisième bassin émetteur avec 16%. Je vais parler rapidement du quatrième, la communauté de Valence à 11%. C'est quelque chose aussi, je pense qu'il faut avoir à l'esprit parce que le bassin valencien avec la ville de Valence, maintenant en termes d'attractivité économique, devient aussi de plus en plus importante. Il y a de plus en plus à la fois d'Espagnols qui vont s'installer sur Valence du fait voilà, de son cadre, on va dire, à la fois grande métropole espagnole. En bord de mer, avec maintenant des nouvelles entreprises qui s'installent de plus en plus, et une communauté aussi expatriée qui s'installe et qui est aussi est amenée à voyager et à découvrir également le continent européen et principalement aussi l'Espagne pour 11%. Sur la slide suivante, je préfère aussi, je suis une nature à croiser les sources pour vraiment vous donner un peu le maximum d'informations. Ce type de bassin émetteur, on l'a aussi relevé donc sur l'INSEE local qui est l'INE, l'Institut national d'Espagne, qui là, donc selon alors ce qu'on utilise aussi en France avec Fluvision, donc eux aussi utilisent une technologie du roaming, et vous verrez que donc sur la carte sur votre gauche, la partie d'émission de ces trois communautés autonomes qui restent donc toujours la Catalogne, Madrid et l'Andalousie en termes d'attractivité et de déplacement vers la France. Sur la slide suivante, donc là aussi, pour vous donner un peu plus le détail de l'étude Nielsen sur les moyens de transport qu'utilisent les Espagnols vers la France, donc pour récapituler, donc à hauteur de 33% la voiture, on sait que maintenant, donc la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie, jusqu'à même maintenant Centre-Val de Loire, c'est des régions qui enregistrent le plus d'entrées d'Espagnols avec la voiture. Et avec donc la somme entre des compagnies d'aviation traditionnelles et les low cost, 56% ont choisi de se déplacer en voiture. Sur la slide suivante, je vais plutôt me concentrer, voilà, ça c'est un point important, je pense peut-être pour vous professionnels aussi, c'est la partie les centres d'intérêt pardon, des Espagnols. Alors, le top 3 reste quelque chose de fondamental que là, nous, à la fois dans nos créativités de campagne, dans nos thématiques qu'on choisit, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup, les Espagnols. C'est-à-dire, la gastronomie. C'est vraiment je pense que je ne vous l'apprends pas, les Espagnols, c'est des épicuriens. Et là-dessus, de boire un verre entre amis, de se retrouver pour échanger un bon repas, c'est quelque chose qu'ils veulent aussi retrouver dans la destination qu'ils vont découvrir. Donc ça, c'est quelque chose, c'est une thématique qui est fondamentale pour les Espagnols. La deuxième chose, tout ce qui est architecture patrimoniale. C'est quelque chose qu'on partage, France-Espagne, qu'on partage entre nos deux pays. C'est quelque chose que le marché domestique aussi voilà, programme beaucoup. On sait beaucoup maintenant le patrimoine de Madrid, le patrimoine de Ségovie, de Tolède, tous ces tous ces joyaux, si vous voulez, du patrimoine historique que constitue l'Espagne. Et ben, c'est quelque chose aussi qu'ils veulent découvrir en France. Et ça, dans les fondamentaux, ils ont toujours dans cet imaginaire voilà, toute l'historicité des monuments qu'on a en France. Et ça, c'est quelque chose principalement. Alors, il y a des régions qui aussi le programment beaucoup, que ce soit le Mont-Saint-Michel, évidemment la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, dans les produits que les tours opérateurs programme, et je sais que Special Tour aussi, Adeline vous fera peut-être un commentaire dessus,
les city tours avec vraiment si vous voulez, un trajet, un parcours qui regroupe tous les fondamentaux historiques d'une destination, c'est quelque chose qui est fondamental. Le troisième, évidemment, ça c'est quelque chose aussi qu'on partage entre la France et l'Espagne, c'est l'intérêt pour les grands espaces et les paysages. Et la Nouvelle-Aquitaine en est un fort exemple également. Ça, c'est aussi, on a ce besoin et de plus en plus maintenant avec le Covid, c'est des tendances qui deviennent beaucoup plus, qui s'accélèrent beaucoup plus. C'est une envie de déconnexion, c'est une envie aussi de voyager soit de manière beaucoup plus douce, soit de manière aussi beaucoup plus itinérante, avec vraiment une partie de scinder un petit peu son trajet. Donc ça, c'est quelque chose qui devient maintenant dans une des thématiques aussi fondamentales. Sur la slide suivante, alors, ça, c'est des questions aussi également que nous posons à l'étude, pardon, au cabinet Nielsen. C'est sur la partie de mode de réservation. Vous, comme vous le voyez, en termes d'intermédiation, c'est encore déjà des pourcentages très élevés sur la partie de réservation online, plus de 62%. Là encore, c'est un choix que nous aussi, au sein d'Atout France Madrid, on a déjà bien cerné. C'est pour ça qu'on tisse aussi des partenariats avec des grandes OTA ou des grands tours opérateurs espagnols pour vraiment programmer des campagnes, notamment avec la Nouvelle-Aquitaine, parce qu'on le sait, les Espagnols ont vraiment dans leur à la fois dans la partie inspirationnelle et jusqu'à la partie acte d'achat, le mode online est très important. Et évidemment, le deuxième point, c'est toute la partie réservation en agence de voyage. Je le dirai tout, je vous présenterai tout dans la slide d'après la partie intermédiation et pareil, Adeline de Special Tour le sait très bien. La force des agences de voyage reste omniprésente sur l'Espagne. On est sur maintenant un pays qui compte à peu près plus de 8000 agents de voyage. Donc ça, c'est quelque chose aussi en termes d'actes de réservation, voilà, en termes de comportement et actes de réservation, quelque chose qui devient euh, très important. Sur la slide suivante aussi, je pense aussi quelque chose à vous partager et on insiste beaucoup, notamment quand on organise des workshops ou quand on rencontre des partenaires qui souhaitent réaliser des campagnes digitales ou des activations aussi spécifiques, par exemple sur des réseaux d'hôtels, c'est la partie visibilité et d'information. La chose nous on recommande primordialement, c'est la traduction de tous les contenus en espagnol, parce que ça va aussi tant dans l'inspiration que dans l'acte de réservation. Quand les Espagnols souhaitent programmer leur destination, il faut vraiment un contenu significatif en espagnol. Et c'est quelque chose qui revient dans l'étude Nielsen, avec notamment une réservation donc, sur les web d'hôtels, à hauteur de 47%. Et on le sait que ça, sur les réservations d'hôtels, on attire vraiment l'attention que tous les contenus soient en espagnol. Et la deuxième chose, c'est d'aller, avant de faire un acte d'achat, d'aller chercher des informations à droite à gauche via des comparateurs, via des portails de forums tels que TripAdvisor. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a remarqué, que maintenant, on l'a analysé. Et sur la slide suivante, je voulais peut-être voilà, vous parler un petit peu plus en détail sur la distribution. Alors, depuis le Covid, en fait, on a remarqué plusieurs phénomènes. Le premier, déjà, malheureusement, donc, c'est la partie de fermeture des agences de voyage. On a environ plus de 1000 agences de voyage qui ont fermé en Espagne.
La deuxième chose, c'est par contre, ça a renforcé la partie tour operating. C'est-à-dire qu'on a eu des exemples entre 2021 et 2022, des mouvements de fusion-acquisition entre différents gros opérateurs. Pour ceux qui travaillent la promotion aussi sur le sol espagnol, vous avez des exemples comme le groupe Globalia et Barcelo qui ont fusionné pour devenir donc le groupe Avoris, qui est maintenant l'un des tours opérateurs numéro un de la programmation ici en Espagne, et également programme aussi a une visibilité aussi sur l'Amérique latine. En face de lui, son principal concurrent, c'est donc le réseau Viajes Corte Inglés, qui appartient donc au groupe El Corte Inglés, a racheté, donc là qui a vraiment son réseau d'agences de voyage dit traditionnel, a racheté une OTA Logitravel. Donc on fusionnait également sur cette même période, on parle de vraiment 2021-2022, pour devenir aujourd'hui Bessie. Donc Bessie Logitravel, donc avec une partie vraiment solide de son réseau d'agents de voyage et également une OTA capable vraiment aussi d'intégrer des nouveaux produits toute l'année et de promouvoir aussi voilà, de nouveaux produits tout au long de l'année. Évidemment, ça c'est un point important. Donc, je le disais un petit peu aussi tout à l'heure, c'est sur la partie comportementaliste, si vous voulez, des Espagnols. Ah, s'il te plaît, Catherine, revenir sur la slide. C'est donc le poids aussi de la vente online et du poids du e-commerce dans l'acte d'achat. Là, j'ai récupéré le dernier chiffre qui vient de tomber, en plus qui appartient donc à l'INE et qui a été recoupé par le cabinet de DB, Informa DB, qui analyse vraiment les comportements d'achat espagnols. C'est toute l'activité que concentre la vente online de voyage, donc qui vraiment tour operating agence de voyage. Et le premier poste d'achat, c'est la vente online de voyage à hauteur aujourd'hui de 3 milliards d'euros de vente qui est enregistré au premier trimestre 2024. Et ça représente donc 13,2% sur l'ensemble des canaux e-commerce. Et je sais que c'est une augmentation de 2 à 3% par rapport à 2023. Donc ça, c'est quelque chose aussi à avoir en tête. Par contre, ce que je vous disais si vous voulez un peu ces changements sur l'intermédiation, ça a quand même provoqué évidemment un fort développement de l'industrie. Elle se porte très bien. On a en 2023 16 milliards d'euros environ qu'a enregistré tout le secteur de la distribution euh, pour l'année 2023. Donc ça, c'est des chiffres, par exemple, de 2023 qui ont dépassé des chiffres post-Covid. Donc ça, voilà ce que je pouvais vous dire sur la distribution. Un mot peut-être, alors sur la presse, je sais que, alors Catherine, si tu peux passer à la slide suivante, pour celles et ceux aussi peut-être qui sont habitués à nos actions telles que le Mediatour, peut-être un point sur l'importance de la presse, évidemment, ça c'est quelque chose d'important peut-être à vous souligner. C'est en termes de, par exemple, de taux de pénétration des différents médias. On est un petit peu sur des tendances qui sont assez similaires à la France, c'est-à-dire qu'on a un peu un recul générationnel de pratiques, si vous voulez, d'utilisation de la télévision ou de la presse papier, avec maintenant l'utilisation plutôt des générations baby boomers, comme vous le voyez sur le graphique à droite, à plus de 85% qui vont utiliser encore la télévision et à peu près 75% pour la presse écrite pour cette génération des baby boomers. Mais par contre, maintenant, donc on va dire des rééquilibrages avec des nouveaux, donc que ça soit des nouveaux médias online ou la radio qui commence un petit peu aussi à augmenter un petit peu sur certaines tranches de génération. Et évidemment, le point le plus important, c'est le rôle des réseaux sociaux. Alors, pourquoi on vous parle de cette presse? C'est que la presse est quand même très diversifiée en Espagne, du fait notamment du maillage des communautés autonomes. Vous avez certes les deux grands bassins, Madrid et Barcelone, qui concentrent des principales rédactions que vous connaissez, j'imagine bien, El País, La Vanguardia,
El Mundo ou El Periódico de Catalunya qui se concentrent vraiment sur ces deux grands bassins et avec des supports de noms généralistes, mais également une presse spécialisée. Donc pour ceux qui sont habitués à des accueils de presse, vous avez des grands noms comme évidemment donc le El Viajes National Geographic, la revue Viajar, Condé Nast aussi qui affiche aussi un nombre d'impressions et un nombre d'exemplaires aussi euh, important sur l'ensemble de l'Espagne. Évidemment aussi, ce qu'on a tendance à faire, par exemple dans nos actions du Mediatour, c'est aussi d'aller rencontrer d'autres bassins tels que donc ce que je disais tout à l'heure sur des bassins andalous ou des bassins aussi du nord de l'Espagne tels que l'année dernière à Bilbao dans le cadre du Tour de France ou ce qu'on projette peut-être aussi pour l'année prochaine d'aller sur San Sebastián dans des bassins catalans pour aussi bassins basques pardon pour aller aussi être à la rencontre de la presse locale de communautés autonomes parce que là, on va dire le caractère de communauté autonome en Espagne est très importante et la presse locale est importante. Sur la slide suivante, si vous voulez, je peux vous donner un petit peu pour que vous ayez un mapping des principaux médias. Alors là, dans un premier temps, vous avez les forces. Donc là, en données, ce sont des unique users, pardon. Donc avec des principaux médias que vous connaissez peut-être. Le trio de tête, donc la partie El Viajero, donc qui appartient donc à El País, reste ça une référence en termes de médias, de journaux imprimés, ou la revue aussi Hola Viajes et El Mundo Viajes, voilà, sont des supports imprimés très importants en Espagne, et aussi des supports, donc la revue Viajar Viajar et Top Viajes sont des supports avec qui aussi également on travaille et sont en termes de unique users très importants en termes de retombées médias, de CVP pour vos destinations ou vos établissements. Sur la slide suivante, c'est sur la partie online aussi que vous ayez un peu une idée de la force online de ces différents médias, que de plus en plus maintenant, donc comme en France, hein, on est sur une pleine transition et une pleine transformation digitale des différents médias, parce que maintenant on apprend, on le sait qu'ils doivent totalement diversifier leur contenu, diversifier leurs messages, et donc ça va aussi sur leur force online, et on le voit que par exemple El País ou El Mundo El Confidencial reste aussi très important pour proposer du contenu de destination à leurs auditeurs, à leurs audiences. Donc ça, c'est vraiment des supports très influents et auxquels vous pouvez avoir des retombées médiatiques, pardon, très importantes pour les destinations. Ça, ce sont vraiment des supports qui viennent régulièrement sur nos opérations ici sur Madrid. Pour finir, un mot sur donc là, évidemment, la partie influence réseaux sociaux. Ça, c'est quelque chose qui reste aussi similaire à la France, c'est le pouvoir des réseaux sociaux. Donc, évidemment, en première position, c'est Facebook qui devient maintenant encore le réseau le plus fréquenté. C'est en termes d'usage, hein, sur l'usage d'actifs des réseaux sociaux. Facebook est à hauteur de 63%, 65%, le réseau le plus fréquenté. Je sais qu'en termes de tendance entre YouTube et Instagram maintenant, Instagram va passer devant YouTube. On a reçu il y a quelques jours en plus une nouvelle étude sur l'usage des réseaux sociaux, et la tendance fait que maintenant Instagram va devenir beaucoup plus important que YouTube. Évidemment, en termes de génération, nous, dans nos contenus, dans nos messages et dans les cibles programmatiques, on s'adresse à une audience voilà, entre 20 et 44 ans. Donc, à la fois les millennials, c'est la génération X. Et on travaille, peut-être vous le savez, avec l'agence Publicis, et
nous, en termes inspirationnels, c'est quelque chose voilà, qui est très très important, que des partenaires, voilà, on recommande aussi systématiquement l'activation aussi de mini-campagnes ou l'activation sur les réseaux sociaux pour influencer les Espagnols en général. Pour finir, sur la slide suivante, peut-être je vais vous rappeler quelques points, peut-être les plus importants. Évidemment, vous partagez un SWOT. Je vais peut-être vous présenter les points les plus importants. Évidemment, c'est la force de l'Espagne. Je l'évoquais tout à l'heure, c'est vrai que c'est sa proximité, sa facilité d'accès. On parlait de territorialité, des infrastructures et de la connectivité que présentent les deux pays entre la France et l'Espagne. C'est quelque chose fondamental et qui maintenant s'est structuré ces dernières années. Deux, je pense que c'est important de vous répéter qu'il y a quand même un vrai, c'est plus qu'un intérêt, c'est dans l'imaginaire encore espagnol, la force de notre patrimoine, la force de notre culture, le patrimoine religieux, le patrimoine architectural que la France a, ça c'est vraiment quelque chose qui est encore très très solide toutes les générations espagnoles. Et ça, c'est quelque chose que nous, on veut capitaliser avec les partenaires qu'on a, parce que voilà, on le sait que d'un point de vue à la fois inspirationnel et jusqu'à la partie programmation d'achat, dans l'intégration de produits avec qui on travaille sur la partie industrie, c'est quelque chose qui marche très bien. La partie en termes d'opportunités, un point important peut-être, c'est aussi une volonté aussi de diversifier les séjours. Alors, il y a une volonté de toujours d'aller sur un format city break pendant 3-4 jours pour découvrir une destination, mais on a aussi des nouvelles formes. Par exemple, on le sait maintenant, l'Espagne est devenue les Espagnols sont la 5e clientèle pour la montagne maintenant. Donc, sur les chiffres 2023-2024, les Espagnols ont été la 5e clientèle internationale pour les saisons, pour les stations hivernales. Donc, il y a aussi des nouveaux produits qui intéressent les Espagnols, le tourisme montagneux, le tourisme hivernal, c'est aussi des nouveaux produits. Un point de faiblesse qui est important, c'est le besoin d'avoir de l'activité, de la festivité dans l'offre. Les Espagnols, c'est des gens hyper actifs. Maintenant, c'est des gens qui veulent passer des vacances hyper actives, qui veulent sortir, qui veulent avoir une plage horaire à la fois d'activité et une plage horaire aussi. Et ça, c'est un point qu'on nous demande souvent. C'est pour manger. Quand ils se rendent en France, ils veulent avoir cette liberté pour manger à plus tard en France, pour faire des activités plus tard. Et c'est vrai qu'en France, les professionnels, voilà, on le sait, ont des plages horaires beaucoup plus courtes qu'ici, et ça peut être une faiblesse, donc un point peut-être important. Pour finir, j'insiste aussi, c'est sur la partie des traductions des contenus, de faire vraiment, d'avoir une vraie vitrine professionnelle, une vitrine de vos produits touristiques, destinations, produits hôteliers, restauration. Le plus en espagnol, c'est le mieux parce que c'est en termes voilà, de conversion d'achat, de conversion et inspirationnel, c'est quelque chose voilà, qui devient maintenant important si vous voulez augmenter voilà, la clientèle espagnole dans les principales destinations ou établissements que vous êtes aujourd'hui. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur l'Espagne. Eh bien, merci Maxime pour cette belle présentation de la destination France. Et bien sûr, vous allez retrouver sur la partie Nouvelle-Aquitaine des similitudes, parce qu'on a beaucoup de points communs avec ce qui a été dit par Maxime. Donc moi, je vais faire un petit focus sur la clientèle espagnole en Nouvelle-Aquitaine.
Bien sûr, on l'a dit, Maxime, la Nouvelle-Aquitaine est une région particulièrement accessible pour nos clients espagnols. Premièrement, grâce à la proximité qui nous lie, on l'a déjà cité, nous avons 3 bassins de clientèle importants. Le Pays basque espagnol, qui est pour nous une frontière naturelle, le bassin de Madrid et enfin Barcelone. Alors, toutes les données que je vais vous présenter ici, je tiens à le préciser, sont issues de notre service observation, du pôle observatoire. On a une étude de clientèle qui va être réalisée et qui sera disponible en 2026. Donc, ce sera un support très intéressant qui permettra de mieux s'adapter à la demande de la clientèle espagnole, qui est une clientèle prioritaire pour nous. Donc, clientèle de proximité qui, bien sûr, de par la proximité, utilise énormément la voiture pour des séjours notamment itinérants pour 74%, et les connexions aériennes. Alors, on a énormément de villes. Bordeaux a beaucoup de connexions avec de multiples villes espagnoles. Alors, comme vous le savez, certainement, il y a un petit changement qui s'opère au niveau de Ryanair, puisque à partir d'octobre, certaines destinations vont être supprimées, mais en fait, il y aura un rééquilibre quelque part, puisque pour certaines de ces destinations, pour nombreuses de certaines destinations, pardon, on a un maintien par d'autres compagnies telles que EasyJet ou Iberia ou Vueling. Donc, on garde quand même une belle connexion avec l'Espagne et les destinations fortes de la Nouvelle-Aquitaine. On a également une nouveauté cette année, c'est l'ouverture de la ligne Brive-Séville. On parlait de l'Andalousie, Maxime, donc, qui a ouvert récemment. Donc, c'est un flux supplémentaire, notamment pour les destinations de la vallée de la Dordogne, hein, du contrat de destination vallée de la Dordogne et au-delà. Donc, j'espère que cette ligne va porter ses fruits. En tous les cas, c'est ce qu'on espère. Il y a toute une démarche de promotion qui est faite par nos partenaires pour justement développer la promotion de la destination. Voilà. Donc, une belle connectivité sur la Nouvelle-Aquitaine. Ensuite, ce qu'on disait tout à l'heure, Maxime, on parlait de connexion. Alors, c'est vrai qu'en Nouvelle-Aquitaine, on aimerait avoir des liaisons avec le train pour accentuer notre démarche de tourisme durable. Mais comme vous le savez, il y a une problématique technique, c'est-à-dire que les rails français ne s'adaptent pas à ceux espagnols ou vice-versa. Donc, on espère que c'est quelque chose qui s'améliorera dans les années qui viennent pour développer ce moyen de transport, mais ce qui n'empêche pas que les Espagnols considèrent la France comme une destination durable, parce qu'il n'y a pas que le transport. La durabilité, c'est l'ensemble de l'offre, les produits, par exemple, qui sont proposés à la clientèle en termes d'hébergement, de visite, d'activité. La mobilité douce, ça peut être le cyclo lors d'une visite de ville, par exemple à Bordeaux, ou dans d'autres destinations, sur le littoral landais, par exemple, ou autre. Donc, voilà, il faut voir ça sous un angle beaucoup plus large. Mais voilà, la clientèle espagnole est vraiment sensible déjà au tourisme durable. Et ce qui est important, c'est que 45% des Espagnols sont prêts à augmenter leur budget de vacances pour réaliser des vacances durables en France, donc en France et on espère aussi en Nouvelle-Aquitaine, bien entendu. Et on a quand même une perception de la Nouvelle-Aquitaine de la part des Espagnols qui est très, très positive. On est une région, on le dit souvent, la Nouvelle-Aquitaine est une région très diversifiée grâce à ses paysages. Et c'est quelque chose qui revient de manière très positive dans la perception de la clientèle espagnole, au-delà, bien sûr, de la gastronomie qui se rapproche souvent à la leur. Donc ça, ce sont des points très, très positifs qu'il faut tenir en compte dans nos manières de communiquer. Alors, c'est vrai que la clientèle espagnole est une clientèle prioritaire, on l'a dit. C'est le premier marché pour la Nouvelle-Aquitaine hors saison, avec 25% de part de marché en nuitée, ce qui est très, très important. Et ce phénomène se confirme, et je vais préciser mon propos.
Donc l'Espagne est le 4e marché avec 1,5 million de nuitées sur l'année après l'Allemagne, les Pays-Bas et le UK. Et donc j'aimerais compléter ces chiffres en vous donnant des données toutes récentes que m'a communiqué le service observatoire hier. Donc les données du mois de mars sont particulièrement satisfaisantes pour la Nouvelle-Aquitaine vis-à-vis de la clientèle espagnole, puisque la fréquentation affiche plus 180% en Nouvelle-Aquitaine par rapport à mars 2023, soit plus 27 000 visiteurs par rapport à mars 2023. Ce qui veut dire que la part des Espagnols en mars 2024 les fait placer au premier rang avec 32% de part de marché. C'est-à-dire qu'un étranger sur 3 qui est venu en Nouvelle-Aquitaine est espagnol. Le UK arrive derrière avec un écart assez important puisqu'on est à 18%, donc c'est un gros écart. Et en fait, ça, c'est très, très intéressant. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça nous conforte dans notre stratégie, dans notre communication. Comme vous le savez, puisque je sais que parmi les personnes les partenaires qui sont connectés aujourd'hui, on a une action sur ce marché depuis plusieurs années avec la publication d'un supplément qui constitue notre première action sur le marché espagnol, première action de communication dès la Semaine Sainte, qui constitue le premier départ des Espagnols en vacances. Donc ces chiffres, en fait, viennent conforter ce que je viens de vous dire. Je ne vais pas rentrer dans le détail par destination, mais j'avais quand même regardé avec ma collègue. Et quand on regarde un peu plus les chiffres, on voit que ce phénomène, ces bons résultats, s'affichent aussi dans les destinations, entre guillemets, emblématiques de la Nouvelle-Aquitaine, les destinations qui travaillent beaucoup ce marché, comme Bordeaux, la Dordogne, Biarritz, Pays Basque, les Landes, etc. Donc voilà, je voulais vous partager ces données parce que vraiment, c'est quelque chose qui me semblait important et vous pourrez d'ailleurs les avoir prochainement. Elles seront à votre disposition. Voilà. Donc Maxime nous parlait également des périodes de départ en vacances des Espagnols. Donc c'est vrai que les Espagnols partent dès la Semaine Sainte. C'est le premier départ des Espagnols. Mais pour nous, c'est une clientèle très intéressante parce qu'elle voyage tout au long de l'année sur les ailes de saison. Et donc ça correspond parfaitement à notre stratégie de communication sur ce marché que l'on veut développer notamment sur les ailes de saison, pas uniquement sur la saison estivale, c'est-à-dire juillet et août. Donc pourquoi? Parce que l'Espagne a un gros avantage par rapport à d'autres marchés. Ils ont énormément selon les communautés autonomes, il y en a de nombreuses, beaucoup de jours fériés, de ponts, qui permet des départs pour des courts séjours ou des vacances plus longues dans nos destinations. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez noter lorsque vous proposez des produits, des séjours dans vos destinations pour faire venir la clientèle espagnole. Donc les Espagnols se confirment vraiment comme une clientèle de proximité qui voyage donc sur ces ailes de saison, avec une durée de séjour en moyenne de 4 jours. On a des cibles de clientèle bien sûr avec des attentes différentes. Maxime parlait tout à l'heure des cibles au niveau de la France. Au niveau de l'Aquitaine, on a à peu près 3 cibles, donc les DINCS, les familles qui vont venir pendant les vacances scolaires, mais on a également les couples de plus de 50 ans. Donc on a 3 cibles clients avec 3 opportunités de communication différentes pour les faire venir tout au long de l'année. Ce qui est important également, c'est les motifs de séjour de la clientèle espagnole. Donc, on retrouve bien évidemment les thématiques fortes que sont le patrimoine, la découverte des villes, mais également la douceur de vivre, c'est-à-dire les paysages, donc qui fait sens et qui fait le pendant avec ce que nous a présenté Maxime sur la France. Et bien sûr, le no-gastronomie, le cyclotourisme, l'itinérance et les activités plutôt famille. Ce que je voulais également vous indiquer, vous partager, concerne les hébergements. On a noté une montée en gamme sur les demandes d'hébergement, notamment dans les rencontres que l'on peut avoir avec les TO, sur les rendez-vous que l'on a sur nos événements B2B ou encore à Rendez-vous en France.
une plus forte demande sur des hôtels 4 voire 5 étoiles. Donc ça, c'est quelque chose qui revient, sachant que les statistiques que je vous présente ici, elles datent un petit peu. Donc j'espère qu'on retrouvera ça de manière plus formelle, officielle dans les statistiques que l'on pourra avoir. Mais c'est vraiment quelque chose qui est ressorti vraiment dans ces échanges. Alors, bien sûr, la clientèle espagnole, vous allez la retrouver dans l'hôtellerie en Nouvelle-Aquitaine. C'est la première clientèle étrangère en termes de nuitées et la quatrième plutôt sur les campings. Donc, quand ils vont dans les campings, les Espagnols adorent avoir des campings plutôt haut de gamme avec des activités parce que ils viennent en famille. Donc, c'est très important pour eux. Je rejoins ce que disait Maxime, festif, de la restauration et pouvoir profiter pleinement de leur séjour au sein de l'hébergement dans lequel ils vont être, donc notamment des campings. Autre sujet, donc j'aimerais vous partager également des éléments qui étaient ressortis de notre étude adjuvance. Alors c'est vrai que c'est une étude qui date un petit peu, puisqu'elle date d'à peu près 2018, entre 2018 et 2022. Mais on retrouve ici également des similitudes avec ce que la demande de la clientèle espagnole au niveau France. Donc pour nous, les forces, c'est réellement la Côte Basque et Biarritz, Pau-Pyrénées et la Gironde. Adrien, j'ai perdu mon écran. Il s'est passé un truc, pardonnez-moi, mon collègue, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je crois que c'est moi qui ai fait une petite bêtise, désolée. Ah pardon. C'est moi. Pardon. D'accord. Catherine, il faut que tu recontrôles l'écran. Très bien. Parfait. Alors, je pense que je suis bien là. Tout va bien. Donc, je vous disais donc que les Espagnols sont on a des forces pour cette clientèle, pardon, donc parce qu'ils connaissent très bien la Côte Basque, Biarritz, Pau-Pyrénées et Bordeaux. Ça, c'est dans l'étude adjuvance. Je suis sûre que si on refaisait l'étude aujourd'hui, bien sûr, on aurait la vallée de la Dordogne en général, parce que c'est une destination dans laquelle ils vont énormément et pour qui ils ont beaucoup d'intérêt. Également les Landes, donc d'autres destinations qui ne sont pas ici, mais qui pourraient très bien venir s'ajouter et qui font sens. Et on a bien sûr des opportunités pour développer cette clientèle espagnole, puisqu'on a une nature très préservée. On a la chance d'avoir une nature en Nouvelle-Aquitaine préservée, des villages typiques. Ils sont très sensibles à la découverte des villages du patrimoine ancien. Également des activités de plein air, également bien sûr ici le Futuroscope ou l'ASCO. Pourquoi bien Futuroscope par exemple, les Espagnols c'est la première clientèle pour le parc du Futuroscope, donc c'est assez important, et l'ASCO bien sûr parce qu'ils ont un vrai intérêt pour tout ce qui est grottes, sites préhistoriques. Donc, c'est un vrai levier d'attractivité qu'il faut mettre en avant dans la communication. Alors, bien sûr, on a des forces, on a des opportunités, mais malheureusement, on a aussi des faiblesses. Et ça, ce sont des points qu'il va falloir améliorer, que je vous invite dans vos démarches à améliorer. Maxime parlait de la problématique de la langue, des horaires, donc je n'ai pas remis ici, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui revient également. Et effectivement, pour eux, ce côté festif, c'est quelque chose qui manque énormément et qu'on va retrouver, qu'il va falloir améliorer. Et bien sûr, offrir des produits attractifs, parce qu'on a une vraie concurrence avec d'autres pays du reste de l'Europe. Et donc, il va falloir faire un effort au niveau des tarifs pour être beaucoup mieux positionné et faire venir cette clientèle. Dans tous les cas, les Espagnols restent une clientèle avec un intérêt fort pour la Nouvelle-Aquitaine.
Nous avons réalisé de nombreuses actions de communication sur ce marché. Je vais vous parler de notre supplément. Donc, d'où l'intérêt de poursuivre ces actions de communication, parce que la presse est vraiment prescripteur en termes de communication, mais également de faire des campagnes digitales pour avoir plus de latitude, de liberté d'action et de réaction, et également les accueils de presse que l'on fait tout au long de l'année, puisque on séduit vraiment les clients toute l'année. Donc, ces accueils se déroulent toute l'année. Et enfin, la programmation DTO, dont vous parlera tout à l'heure Adeline, parce que ça vient compléter toute notre démarche pour séduire cette clientèle espagnole. Voilà. Donc, je vais passer la parole à Aurore, donc de l'ADT 64, qui représente le contrat de destination Biarritz-Pays Basque, et qui va nous partager son expertise de cette clientèle sur le territoire. Et vous allez voir d'ailleurs à travers sa présentation qu'il y a encore des similitudes, non seulement à l'échelle de la France, de l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine en général, et avec la destination Biarritz-Pays Basque. Je te passe la parole, Aurore. Merci de votre attention. Bonjour tout le monde, donc moi c'est Aurore Salin, donc je suis chargée marketing pour la destination Pays Basque à l'Agence départementale du tourisme, et dans ce cadre-là, je suis pilote du contrat de destination Biarritz-Pays Basque. Donc l'ADT 64, donc en fait on est missionné pour mener la politique touristique du département des Pyrénées-Atlantiques. On a des missions principales qui sont l'observation, l'accompagnement des territoires et des pros, le renforcement de l'attractivité touristique et la promotion des destinations Béarn-Pyrénées, Pays Basque et des filières du 64. Donc Catherine, je te laisse faire passer la slide. Donc, un petit focus Pays Basque. Donc, ça, ce sont les données de notre pôle observatoire, donc qui datent de 2023. Donc, il faut savoir que chez nous, au Pays Basque, ce n'est pas une surprise, la clientèle espagnole est la première clientèle touristique, avec une part très importante, vu qu'on est à 30% en termes de part. Là, vous voyez le petit graphique sur la droite, 30% de part, et derrière viennent les Allemands à 12%. Donc, c'est presque, notre deuxième clientèle touristique est presque à un tiers de la première clientèle espagnole. Donc, ce qui correspond environ à… Attends, Catherine? Voilà, super, merci. Donc, ce qui correspond à peu près à 391 200 touristes sur l'année. Donc là, on parle bien de touristes, donc c'est en volume de nuitée. Et côté excursionniste aussi, évidemment, vu la proximité, c'est notre première clientèle touristique qui arrive bien en tête avec une part de 65% de clientèle qui viennent sur la journée. Donc la proximité qu'on a avec l'Espagne, parce qu'on est, pour vous donner des ordres de grandeur, on est depuis Bayonne à moins d'une heure de San Sebastián, on doit être à 40 minutes, on est à 1h30 de Bilbao, donc au final on est aussi près de Bilbao que de Bordeaux. Alors, Bordeaux est plus loin avec les bouchons que Bilbao. On est à peu près à 5h30 de Madrid. Donc c'est vrai que c'est quand même facile d'aller capter cette clientèle qui est vraiment proche. Et du coup, c'est vraiment, comme le disait Catherine précédemment, on a vraiment un tourisme 4 saisons grâce à cette clientèle. Et les nuitées des Espagnols, là, en 2023 par rapport à 2022, on a connu une progression de 8% par rapport à 2022. Des progressions surtout qui sont liées à leurs jours fériés, notamment autour de l'épiphanie, donc juste après les vacances de Noël chez nous entre le 1er janvier et le 6 janvier. Le 6 janvier, c'est l'épiphanie, il me semble. Donc cette semaine-là, ils sont en congé, donc ils viennent chez nous. La semaine sainte, où c'est la semaine où on a le plus gros pic d'Espagnols, donc qui précède Pâques. À l'occasion de leur fête nationale autour du 12 et 15 octobre, qui sont des jours fériés, et autour du 6-9 décembre, qui correspond à 2 jours fériés aussi chez eux. Et on les attire énormément sur des événements spéciaux qu'il y a chez nous, notamment pendant les périodes des fêtes de Noël. C'est vrai que depuis plusieurs années, Bayonne et Biarritz font pas mal d'événements autour des Lumières à cette période-là, autour du 9 décembre, et que les Espagnols en sont très friands. Pour vous dire, l'année dernière, il y a eu 10 bus qui ont été affrétés depuis Pampelune et Bilbao parce qu'ils sont à fond sur le lâcher de lanternes.
Et pendant tout le mois de décembre, les hôtels de Bayonne ont été pleins tous les week-ends grâce à la clientèle espagnole. C'est aussi voilà, toutes les festivités de Noël qu'ils ont peut-être un peu moins chez eux que chez nous, tout ce côté fête de Noël qu'ils aiment bien. Et évidemment, les événements basques aussi, parce que on partage quand même la même culture et la même identité que la partie Pays basque en Espagne. Donc, il y a des événements. La Corrica, c'est une course qui traverse tout le Pays basque français et espagnol. Et Riuraj, qui est la fête des écoles basques. Nafarroa Reneguna, qui est la fête de la province de la Navarre. Et on voit aussi qu'ils sont très attirés par tout ce qui est trail et brocante. On a cette spécificité-là. Et donc, parmi les visiteurs espagnols, pour vous donner un ordre d'idée, il y en a un quart qui proviennent vraiment des provinces d'Euskadi, donc Pays basque espagnol et Navarre. Catherine, si tu veux passer à la slide suivante. Donc, on a mené en 2022 une étude de clientèle pour mieux cerner vraiment leurs attentes et savoir comment il fallait qu'on s'adresse à eux. Donc, on a mené cette étude via une enquête auto-administrée en ligne avec à peu près 2700 personnes. Et parmi les répondants interrogés, on voulait absolument que certains soient déjà venus en France les 5 dernières années et que certains soient venus au Pays basque. Donc, on a fait une étude sur 7 bassins de clientèle. Je suis désolée s'il y a un peu de bruit derrière. Il y en a qui sont en train de tondre, d'enlever les herbes à côté, donc ça fait un petit bruit, je suis désolée. Donc, 7 bassins de clientèle étudiés, parce que c'est des bassins qui sont de prédilection chez nous. Donc, on a étudié le marché de Barcelone, Saragosse, Pampelune, Bilbao, Santander, Valladolid, Burgos et Madrid. Et donc, vous allez voir les résultats. Catherine, si tu peux faire passer la slide. Voilà. Donc, ce qui a été révélé dans cette étude, c'est que le Pays basque a quand même une très, très forte notoriété auprès de la clientèle espagnole. 92% déclarent connaître la destination, 84% arrivent à le passer sur une carte. Et on s'est rendu compte que, à travers cette étude, qu'en fait, plus la clientèle, ce qui est un peu très logique, plus la clientèle est éloignée, moins elle connaît le Pays basque, et plus la clientèle est proche, notamment par exemple sur Bilbao et Pampelune, plus elle nous connaît. Ils connaissent très bien toute la côte basque, ça ils la connaissent. Bayonne, 90% connaissent Bayonne. J'ai les chiffres, là 78% connaissent Biarritz et les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle qui passent chez nous, qui ont une très forte notoriété à 90%. Pour eux, le Pays basque, c'est vraiment une destination nature avec une gastronomie qui change de chez eux et une destination culturelle et avec de la détente, c'est-à-dire que on peut venir se reposer, profiter de la nature chez nous. Les faiblesses, ce sont les mêmes que présentait Catherine, avec une petite nuance, c'est que nous, on est vu vraiment comme une destination où il fait pas beau, on a un climat capricieux, donc ça se sait aussi par les Français. On est une destination qui est chère quand même pour eux et avec peu d'offres shopping luxe. Voilà, ils sont en attente là-dessus. Et des horaires de restauration pas adaptés parce que forcément, eux, s'ils espèrent manger à 14 heures, c'est très difficile chez nous de trouver un restaurant où on peut manger après 14 heures chez nous. Donc, ils sont un peu déçus sur cet aspect-là. Catherine, si tu veux passer. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'ils envisagent de venir au Pays basque, surtout sur les longs week-ends, à 63%. Pourquoi une bonne nouvelle? Parce que nous, on a toute une stratégie de désaisonnalisation. Et on voit d'ailleurs qu'ils nous considèrent surtout une destination pour le printemps, bon, pour l'été aussi évidemment, mais surtout pour le printemps. Pourquoi? Parce que c'est là où ils ont le plus de vacances et de jours fériés aussi. Et on voit qu'on a une belle marge de progrès aussi sur l'automne. Donc, c'est vrai qu'on axe un peu notre communication sur l'automne chez eux et sur l'hiver. Catherine, si tu veux passer, voilà. Donc ça, on avait fait une petite étude, donc ça va rejoindre tout ce que nous a dit Maxime précédemment. Donc, comment ils planifient leurs vacances? Ils recherchent leurs vacances surtout sur Internet pour s'inspirer. Donc, majoritairement sur Internet à 58% et via le bouche à oreille à 52%. Sur le marché madrilène, il y avait une spécificité, c'est qu'ils allaient quand même pas mal en agence de voyage pour s'inspirer aussi en termes de destination.
Et sur Internet viennent en numéro 1 les réseaux sociaux, voilà, 52%. Les sites de destination, donc que ce soit les offices de tourisme, les ADT ou les CRT, d'où la nécessité quand même d'avoir des traductions de sites en espagnol. Et en troisième position, c'était les agences de voyage en ligne sur lesquelles ils cherchaient de l'inspiration. Au niveau des types d'hébergement recherchés, 76%, Catherine, si tu veux revenir en arrière, voilà. 76% préféraient les hôtels, 35% les locations de vacances et 32% les gîtes. Faut savoir que l'hébergement représente 85% de leurs dépenses vacances et ensuite c'est la restauration, sachant que dans leur budget de vacances, il est inférieur à 100 € pour la majorité des marchés qu'on a étudiés et entre 100 € et 200 € pour le marché madrilène et barcelonais qui fait un peu, qui ont voilà, des marchés, enfin qui ont des dépenses plus importantes que les autres marchés. Donc voilà. Et leur moyen de transport pour venir au Pays Basque, bien sûr, c'est la voiture, sachant que l'aérien, il n'a pas forcément émergé, vu qu'il y a beaucoup de lignes qui sont beaucoup moins chères. Par exemple, pour aller sur Bilbao ou sur Fontarabie, on a des aéroports qui sont juste à côté et qui ont des lignes moins chères avec Vueling, etc. En national. Donc, il n'y a pas de lignes qui sont ouvertes sur l'aéroport Biarritz-Pays Basque. Donc, comment leur parler? Donc, on leur a posé la question parce que nous, donc, pour tout vous dire, ça faisait des années qu'on utilisait la marque Biarritz Pays Basque pour leur parler. Mais on s'est rendu compte qu'en fait, Bayonne a autant de, voire plus de notoriété envers cette clientèle que Biarritz. Pour la petite histoire, on avait utilisé la marque Biarritz Pays Basque parce que le terme Biarritz avait plus de notoriété que le terme Pays Basque à l'international et que ça permettait d'avoir une porte d'entrée sur le Pays Basque. Donc, on leur a demandé comment leur parler et eux, ce qui leur vient en tête, c'est de dire País Vasco Francés, qui veut dire Pays Basque français. Donc, eux, quand ils parlent de nous, ils parlent comme ça. Donc, on a remis en question la marque Biarritz Pays Basque et je vais vous en parler ultérieurement. Donc, la majorité des répondants, comme disaient Maxime et Catherine, ils souhaitent être accueillis en espagnol, c'est-à-dire que nous, Français, quand on va en Espagne, on fait l'effort un peu de bafouiller et de parler en espagnol. Eux, ici, ils souhaitent qu'on leur parle en espagnol et ils trouvent ça normal qu'on leur parle en espagnol. Il y a une petite spécificité sur Bilbao, où ils sont bascophones, où ils souhaitent vraiment être accueillis chez nous au Pays Basque en euskara, qui est la langue basque, à 60%. Et pour une recherche de destination, ils recherchent principalement une destination culturelle, gastronomique et une destination de bien-être, tout ce qui est lié à la thalasso, la rando, le yoga, etc. Donc du coup, au vu de cette étude, on a revu un peu toute notre stratégie de communication. Et en fait, on a décliné le logo Biarritz Pays Basque en País Vasco Francia, parce qu'on s'est dit que, au vu de cette étude, que c'était vraiment plus approprié. Et on a vraiment mis en place deux stratégies différentes, une sur la proximité. Donc la proximité, on considère que c'est la région Pays Basque espagnol, la Navarre et l'Aragon, et une autre sur le reste de l'Espagne, où on va surtout chercher les bassins madrilènes et barcelonais, parce qu'ils sont quand même à 5h30 et 6h de chez nous, donc c'est quand même des destinations qui ne sont pas trop lointaines. Et donc on a deux logos. Un qui a été adapté sur le marché bascophone. Je ne sais pas si vous voyez là sur votre droite. On a mis País Vasco Francia et en dessous le slogan basque Ipar Eskualeria qui veut dire Pays Basque Nord. Parce que au Pays Basque espagnol, on parle de Pays Basque Nord et Pays Basque Sud. Donc nous, au Pays Basque français, on est le Pays Basque Nord et en Espagne, c'est le Pays Basque Sud. Donc sur la proximité, on fait vraiment une communication 4 saisons, que ce soit printemps, été, automne et hiver. Et on communique vraiment sur l'agenda et les temps forts de l'année pour déclencher des séjours sur des week-ends. Et on fait ça via une activation des relations presse sur le Nord-Espagne. Donc, on envoie tous les mois des communiqués de presse avec tout l'agenda.
On organise aussi des voyages de presse sur ces cibles-là. Et on booste des posts réseaux sociaux avec toutes les infos sur les temps forts et on fait de la radio. Et sur tout ce qui est marché plus lointain, donc Madrid et Barcelone, là on travaille en collaboration avec le CRTNA et Atout France pour communiquer sous le slogan Explore France et País Vasco Francia. Et on essaye vraiment de s'appuyer sur les filières porteuses et qui attirent cette clientèle-là, qui sont la culture, la gastronomie et tous les sports outdoor, et faire monter aussi l'intérêt pour le Pays Basque intérieur qui est encore méconnu et où il y a des marges de progrès. Merci. Voilà pour moi pour cette présentation. Merci beaucoup Aurore pour toutes ces infos qui sont très précieuses et je vais donc passer la parole à Adeline, à notre grand témoin, Adeline de Special Tour. Bonjour Adeline, qui va nous présenter un petit peu son activité au sein de Special Tour. Donc elle est responsable de Achat France. Donc je te laisse la parole Adeline. Merci. Ton micro est fermé. Voilà, me voilà, ça y est, c'est bon. C'est bon. Merci Catherine. Bonjour à tous. Écoutez, je suis Adeline, donc effectivement, comme l'indique, responsable achat donc France et Suisse au sein de Special Tour. Donc, c'est un tour opérateur espagnol basé à Madrid. Et on appartient également au groupe Avoris qui a été présenté ultérieurement dans la présentation de Maxime. Donc, avec une multitude d'entreprises au sein du groupe, de tout genre, que ce soit agence de voyage, donc tour opérateur, transporteur, donc on a autant avions comme autobus et également toute une règle d'agences en fait de corporate. Voilà. On est relativement nombreux, je ne vous fais pas le détail complet, mais bon, ça contient au total plus de 6500 employés au total, sur toute l'Espagne. Donc voilà, et du coup, nous, notre corps de métier, donc, ce sont les circuits en autobus dans toute l'Europe. En l'occurrence, on fait des tours de l'Europe, donc avec toutes les grandes capitales, mais également des circuits qu'on appelle nous régionaux, donc en fait, vraiment beaucoup plus spécialisés sur certaines régions de chaque pays. En l'occurrence, sur la France, nous, on a commencé donc depuis déjà pas mal d'années à faire des circuits sur la Bretagne, la Normandie et l'Alsace. Et en fait, la Nouvelle-Aquitaine était une destination en fait où on était toujours de passage entre guillemets pour rejoindre Paris. Et depuis cette année, déjà, on a quand même réussi à introduire et à publier en fait des nouvelles séries. Qui donc font des séjours plus longs sur la Nouvelle-Aquitaine, donc en l'occurrence 2 nuits sur Bordeaux et 2 nuits sur le Périgord. Donc assez contente de cette nouvelle entrée sur le marché avec la Nouvelle-Aquitaine et comme je vous dis, un produit qui a plutôt bien pris et qui va être renouvelé pour l'année prochaine. Donc là-dessus, on est ravis. Alors, Adeline, oui, c'est très intéressant ce que tu nous dis parce qu'effectivement, ces dernières années, Bordeaux était plus considéré comme une ville-étape. Donc, on voit bien qu'il y a des évolutions dans les modes de consommation des Espagnols, notamment pour les groupes. Et justement, de ton point de vue, quelles sont quelles évolutions observe-t-on dans les habitudes de consommation de la clientèle espagnole? Qu'est-ce qu'on a pu observer à votre niveau en tant que tour opérateur? Alors, pour différencier le marché espagnol, je pense que clairement, la tendance qu'on a détectée, nous, est la même que la vôtre, dans le sens où les Espagnols font des réservations relativement à la dernière minute, dû à la proximité, en fait. Et je pense qu'il y a une certaine connaissance de la destination, donc voilà, plutôt moi j'aurais dit 1 mois et demi, 2 mois, vu, quand même, ils aiment bien organiser, mais bon, après c'est vrai que le fait de pouvoir partir en voiture, ça les aide. Il y a une vraie recherche également sur les produits, en fait, du patrimoine et de la gastronomie, ça c'est clair, on ne va pas y revenir, nous aussi on les a détectés. Mais surtout aussi sur le point important, culturel. C'est vrai que les Espagnols sont très demandeurs, et ça partout en Europe, de city tours en fait, accompagnés de tour leaders en fait spécialisés dans leur langue, qui leur permet en fait vraiment durant 2 à 3 heures en général,
une visite panoramique de la ville et vraiment aiment cibler et aiment s'intéresser en fait aux us et coutumes voilà, des personnes qui vivent et de là où ils sont. D'accord, oui, donc on retrouve des similitudes avec ce qui a été dit précédemment par Maxime au niveau de la France et même la Nouvelle-Aquitaine en général. Du coup, j'aurais une autre question à partager pour nos partenaires. D'après toi, quels sont les angles de promotion, communication à privilégier pour séduire et convaincre cette clientèle de proximité pour la Nouvelle-Aquitaine? Alors, d'un point de vue voilà, de Special Tour, nous, on influe énormément sur la communication online. On a voilà, une agence de communication sur tout type de réseaux sociaux. Et c'est vrai que c'est quand même ce qu'il y a de plus direct et ce qu'il y a de plus facile aujourd'hui. Votre frange était jusqu'à 44 ans. Moi, je pense qu'on peut même la rallonger un peu plus loin que les 44 ans. Je dirais même plus 50 et plus. Parce qu'il y a un côté moderne et sympathique et ludique aussi aux réseaux sociaux et je pense que tout le monde s'y met. Là-dessus, il y a vraiment quelque chose à faire qui peut être assez impactant. Les angles de promotion, moi, je dirais quand même que le marché espagnol est quand même très adepte des paquets. Ils aiment qu'on leur donne les choses tout organisées. C'est clairement, voilà. Et ils savent que voilà, ils vont pouvoir se débrouiller. Il y a la langue, mais ils aiment bien que ce soit organisé, avec au moins un bon minimum, ce que ce soit l'hôtel et certaines restaurations ou des choses comme ça. Et peut-être aussi ce qui pourrait être une promotion, une communication assez intéressante aussi, c'est peut-être les offres de dernière minute. Effectivement, comme ils sont proches, je pense que ça peut être intéressant pour vous des offres à un mois de la semaine sainte ou des choses comme ça. Il y a énormément d'indécis. Ils savent qu'ils ont des jours, mais ils sont indécis. Du coup, je pense que des offres de dernière minute, ça peut être quand même quelque chose qui pourrait impacter les ventes sur la région, sur la Nouvelle-Aquitaine. Donc, c'est très intéressant, effectivement. Et donc, ma dernière question, selon toi, quelles sont tes recommandations pour intégrer, je dirais, le tourisme durable dans nos approches marketing sur ce marché? Puisque c'est quelque chose qui, pour nous, est très important, qui fait partie de la stratégie de communication, enfin, de la stratégie du CRT Nouvelle-Aquitaine. Et pas que du CRT, d'ailleurs, d'autres partenaires aussi sont très axés tourisme durable. C'est un point très important aujourd'hui. Merci. Alors, le tourisme durable, je peux vous parler de ceci assez brièvement, sachant quand même qu'on fait des circuits en autobus dans toute l'Europe. Donc, on a quand même, nous, certains points, en fait, sur lesquels on fait quand même très attention chez Special Tour. Donc, on a une flotte d'autobus qui est relativement neuve. Donc, ça, c'est important à ce sujet-là. On fait beaucoup de points et d'actions, en fait, avec nos guides accompagnants qui accompagnent tous nos groupes. Pour une méthodologie, on va dire, et pour sensibiliser nos clients en fait sur le gâchis au niveau dans les hôtels, surtout au niveau des petits déjeuners, des dîners buffets, ce qui est une chose très importante. Donc ça, vraiment, on brief à 100% nos tour leaders en début de saison sur ce sujet. Ça serait les deux gros points en fait d'action à ce sujet. Après, au niveau Avoris Travel, c'est vrai qu'on a beaucoup plus de marge de manœuvre et d'actions qui sont mises en place. Mais pour Special Tour, ça reste encore un peu, voilà, petit à petit à ce sujet. D'accord. Écoute, merci Adeline pour ton intervention et pour toutes les infos que tu nous as partagées. En complément de ce qui a été dit, j'aimerais vous indiquer qu'une étude sur la programmation des TO est en cours pour la Nouvelle-Aquitaine et fera l'objet d'un webinaire dédié l'année prochaine. Donc, soyez attentifs. Et je vais passer donc la parole à Anthony, qui va vous présenter notre plan d'action triennal avant de passer aux questions. Anthony. Me revoilà. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Oui, juste très rapidement, en quelques minutes, pour pas vous retenir
plus avant cet après-midi, vous dire que sur chacun des marchés qu'on travaille au sein du CRT, au-delà de vous accompagner pour l'acculturation sur ces marchés et savoir un petit peu mieux comment les appréhender, on a mis en place au sein du CRT, grâce à notre nouvelle stratégie marketing qui court de l'année 2023 à l'année 2028, de nouvelles manières d'appréhender la promotion. Tout d'abord en essayant d'être plus ciblé sur les clientèles qu'on va aller chercher. Vous avez à l'écran, sans que je rentre dans le détail, les personas qu'on va aller cibler particulièrement sur le marché espagnol, avec un gros prisme sur les couples de CSP+, qui nous intéressent particulièrement, qui viennent toute l'année, mais aussi, et on continue, c'est pas le cas sur tous les marchés, de travailler les familles, parce qu'on l'a vu sur toute cette présentation, les familles espagnoles sont en capacité de venir nous voir sur les ailes de saison et même toute l'année, pas uniquement sur les pics de fréquentation de juillet et surtout du mois d'août, sur lequel on va chercher à séduire de nouvelles clientèles. Les empty nesters, on le disait tout à l'heure aussi, qui nous intéressent, les couples de 50 ans et plus. On ne s'arrête pas effectivement aux quarantenaires et on va aussi séduire cette clientèle. Ça se traduit par des matrices de fréquentation. Là, je ne vais pas insister dessus, mais vous les retrouverez dans notre stratégie marketing et ça se traduit surtout par un plan d'action qu'on a souhaité établir sur 3 années. 3 ans pour que vous y voyez un petit peu plus clair et qu'on puisse inscrire nos actions dans la durée avec des actions que vous allez retrouver tous les ans. En particulier ce supplément public rédactionnel qui fonctionne très bien dans la presse espagnole et qui fait la notoriété de la Nouvelle-Aquitaine depuis de nombreuses années. On est d'ailleurs parfois, on veut re-questionner ce support et on se rend compte que à chaque fois, c'est un succès. À chaque fois, vous êtes nombreux à nous faire confiance aussi pour poursuivre cette dynamique. Donc, on vous propose de le maintenir tous les ans et puis ensuite, pour aller chercher nos cibles B2B et nos cibles presse, là, on aura plutôt une tendance à alterner différentes formules d'événements, soit dédiées à la Nouvelle-Aquitaine, soit proposées par Atout France pour capter un panel le plus large possible de distributeurs et d'influenceurs de presse. Toutes ces infos-là, vous les retrouvez sur notre site internet avec l'ensemble des actions par marché. Et puis, vous nous retrouvez également je change de sujet, les prochains rendez-vous du CRT qui auront lieu maintenant à la rentrée. En septembre, on aura 2 sessions sur l'expérience de visite pour les personnes en situation de handicap et une autre session sur organiser une collecte de déchets dans votre destination ou sur votre site. Pour le teasing, la 2e session devrait être organisée en partenariat avec la Surfrider Foundation, avec laquelle on travaille de plus en plus au CRT, une association de protection des littoraux bien connue en Nouvelle-Aquitaine et ailleurs. Et puis on se retrouvera ensuite au mois de novembre avec un focus sur la communication auprès des jeunes, qu'ils soient français ou internationaux. Et puis notre dernière présentation de marché de l'année qui portera sur le marché britannique. Il ne nous reste plus à 15h27 il ne me reste plus qu'à vous remercier. Peut-être on aura quelques petites minutes pour les questions juste après, si vous le souhaitez, pour nos intervenants. Mais comme ça, on peut libérer ceux d'entre vous qui ont d'autres obligations. Un gros merci, Aurore, Adeline, Maxime, pour votre intervention. C'était très riche. On en retient plein de bonnes choses pour construire nos plans d'action de demain, plein de petits conseils, de petits tips qu'il faut laisser mûrir un petit peu pour qu'on voit comment demain mieux séduire les Espagnols ou continuer à séduire les Espagnols, continuer à les conquérir. On a vu avec vous et grâce à vous qu'on les avait déjà un petit peu conquis, c'est bien. Et il faut qu'on continue tous ensemble sur cette dynamique pour qu'ils continuent à envisager la Nouvelle-Aquitaine comme une destination de prédilection. Merci beaucoup à vous.
Catherine, je te laisse éventuellement prendre les questions et je vous souhaite à tous un excellent après-midi. Merci à tous. Merci Anthony. Merci. Merci Anthony. Merci Anthony. Merci. Donc, Merci à tous. donc effectivement, il y a eu beaucoup d'informations diffusées aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez des questions particulières à partager ou voilà. Donc, si quelqu'un a des questions avant qu'on clôture, on a encore 3 minutes ou 2 minutes. Moi, Voilà. je n'ai pas de questions. Je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous une bonne journée. C'était très bien. Oui, merci beaucoup pour ta participation. À bientôt pour les prochains. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Ouais. Catherine, moi j'aurais peut-être une petite question, si tu me permets. Oui, Clémence. Déjà, merci à tous. Vraiment, c'était très intéressant. À toutes Alors, et tous. Clémence de Lascaux. Voilà. C'est du tour. Donc voilà, oui, en charge en effet de la gestion de sites culturels en Dordogne. Alors nous, on a quand même une fréquentation de la. Alors bon, Micheline, je voyais là, donc elle a certainement des stats beaucoup plus à même, quand même plus précises que moi, mais en tout cas, on a une proportion de public espagnol importante en Dordogne. On avait beaucoup pré-pandémie un taux de clientèle espagnole, nous, hyper élevé, notamment à Lascaux, comme tu le disais, Catherine. Il y a une vraie appétence du public espagnol pour tout ce qui est l'art pariétal, notamment, alors plus pas forcément sur les bassins prioritaires que vous présentiez en début de sujet, mais nous plus dans le coin d'Altamira, etc. Enfin, bon. Mais on les voit moins. Alors en groupe, c'est pas tout à fait vrai. On les a bien repris depuis cette année. On fera le bilan des individuels, bien sûr, après la très haute saison d'été. Mais l'an dernier, on n'a pas retrouvé encore cette clientèle individuelle. Et je voulais savoir si vous aviez des stats, des chiffres, des tendances en général sur les sites culturels. Voilà, est-ce que le tarif, est-ce que peut dissuader? Est-ce que il y a une tendance à plus se balader, profiter des beaux villages et de la gastronomie que de visiter des sites culturels? Est-ce que ça a pu évoluer? Parce que nous, en tout cas, ouais, on peine un peu à les faire revenir de manière aussi importante que préalablement. Si je peux me permettre, je vais compléter les propos. Donc, Micheline Morissonneau, donc responsable marketing communication au CDT Dordogne. Je complète donc effectivement, j'approuve ce que dit Clémence, puisqu'en effet, la clientèle espagnole, nous, en 2023, est passée en 4e position, alors qu'elle était en 3e position avant Covid. Donc, c'est vrai qu'on a ressenti une forte baisse et en fait, les chiffres ne sont pas remontés ce qu'ils étaient avant Covid. Donc, bon, on s'était renseigné un petit peu. Effectivement, il y avait eu une reprise difficile par rapport, enfin, tout de suite après le Covid, je crois, dû à la difficulté par rapport aux différents passes sanitaires, etc. Ça, c'était pour 2021. Mais en effet, nous, elle a perdu vraiment beaucoup de clientèle. Donc, ça se confirme apparemment, je le vois dans les sites, en effet. Et c'est vrai que bon, tout ce qui est fait au niveau d'Ordogne, notamment par rapport à la préhistoire, par le département en matière donc de communication entre les différentes grottes en Espagne, notamment. Tu fais référence à ça sans doute, Clémence, Altamira et autres. Bien sûr, ouais. Donc c'est vrai qu'il y a un intérêt important par rapport aux thématiques préhistoire, qui sont aussi un peu différenciants par rapport à ce que les autres destinations françaises peuvent proposer. Moi, j'avais juste une question, Catherine. Oui. Donc, je confirme effectivement, tu vas peut-être nous éclairer là-dessus, mais nous, on a eu vraiment une baisse, en effet, de la clientèle espagnole, malgré des communications quand même soutenues de notre part. Mais ce que je peux dire également, bon, tout ce qui a été dit, en effet, par rapport à nos faiblesses, enfin, on sait, l'avantage de travailler cette clientèle, en effet, c'est c'est une clientèle de proximité, ça c'est bien, en effet, et qu'elle voyage surtout sur les ailes de saison. Elle est présente en octobre, elle est présente à Noël, chose qui n'est pas forcément le cas pour les autres destinations européennes, on va dire. Donc c'est vrai que nous, on maintient l'activité sur ce marché-là.
Mais bon, alors l'histoire de la Semaine Sainte, il faut peut-être, enfin, je temporiserai un petit peu parce que je crois que la Semaine Sainte en 2023 avait lieu en avril et là, cette année, elle a eu lieu en mars. Alors peut-être que les statistiques, il faut faire attention, les plus 100%. Effectivement, c'était peut-être pas tout à fait la même saison et on a effectivement communiqué déjà tout de suite dès fin février, début mars. Et la clientèle est arrivée pour la Semaine Sainte en mars et je crois que l'année d'avant, c'était en avril, si je me trompe Oui, pas. absolument. Donc, donc, Je parlais de 2024, hein. donc, voilà, c'est ça. Donc, nous Non, non, aussi, on y c'est fait attention parce que pour le cas de la Dordogne, c'est toujours, nous aussi, on a quelquefois des fortes hausses ou des fortes baisses qui sont dues tout simplement aux dates du calendrier de la Semaine Sainte. Donc voilà, mais je te laisse peut-être oui. parler, Catherine. Oui, oui, je te rejoins là donc sur les chiffres. Donc les chiffres que j'ai donnés de l'Observatoire, c'est bien mars 2024. Donc effectivement, ça correspond bien à la période. Donc là, on est juste sur les chiffres. Par rapport à ce que tu as dit sur la baisse, effectivement, on n'avait pas retrouvé, mais même sur l'ensemble de la région, la fréquentation entre guillemets d'avant. Alors pas que sur la Dordogne ou sur le site de l'ASCO. Ensuite, par rapport à la demande de la clientèle, je ne sais pas si Maxime veut ajouter quelque chose par rapport aux attentes ou les points d'amélioration pour justement faire venir les Espagnols, notamment un peu plus à l'ASCO, et ce qui pourrait expliquer peut-être le phénomène. Donc, Maxime, voilà, je te laisse Non, intervenir. ouais, peut-être. Alors, nous, ce qu'on a remarqué avec, alors, certes, avec l'étude Nielsen, mais aussi, on le croise avec d'autres, avec Mhm. avec Ségolène Noël aussi, qui est en charge de la veille et du maïs ici, dans la récupération, parce qu'au final, c'est difficile de prendre un peu de perspective parce enfin, dans le temps du tourisme et de l'étude d'observation, quand on voit un peu, là pour l'instant, de vraiment parler de la récupération, on parle de la récupération au final de post-Covid. Si on prend en fait, depuis 2022, en fait, soyons clairs, parce qu'en fait, les dernières frontières et tout internationales, pour avoir un peu de retour d'analyse, il faut se baser sur l'année 2022 et une année complète 2023. Ce qu'on sait, c'est que clairement, le retour en France, c'est clairement les fondamentaux du tourisme français qui ont plu beaucoup, c'est-à-dire tout le patrimoine historique que vous avez sur la Paris, donc Paris, Île-de-France et la partie attraction avec Disneyland. Ça, c'est clair que nous, on est en contact avec, évidemment, sur la région parisienne avec Disneyland. En termes de récupération, ils ont fait énormément de chiffres et tout sur l'année 2023. Donc, le patrimoine historique parisien. Par exemple, la partie Château de la Loire, Centre Val de Loire, donc aussi toute la vallée de la Loire, si vous voulez, je ne sais plus, pardon, votre prénom, tout, Micheline. Micheline. Ouais, Micheline et Clémence. Parfait, Micheline. Si vous voulez, tous les châteaux tout au long du Val-de-Loire, pareil, il y a eu une reprise assez significative. 3, toute la partie Normandie, les plages de la Normandie, alors là, qui font le cœur de l'actualité également. Voilà, la partie des plages du débarquement, c'est quelque chose aussi que les Espagnols apprécient beaucoup. Donc, si vous voulez, il y a une grande récupération aussi, on va dire, des fondamentaux qu'on avait post-Covid. Pré-Covid, pardon. Donc ça, c'est quelque chose on l'a vu même dans la gestion des flux France-Espagne et tout. Ça, c'est le premier point, si vous voulez, on va dire, de retrouver les fondamentaux de la France. Le deuxième point, je dirais que c'est, alors, et c'est pour ça que Nielsen l'a bien identifié, c'est la gastronomie. Et je sais qu'Adeline, elle pourrait le commenter aussi sur les city tours. C'est d'aller aussi dans des lieux où on va passer un bon moment. C'est aller flâner dans les rues, flâner dans les centres-villes, m'aller passer quand même du temps on se repose, on prend du montant et l'intérêt gastronomique, ça, il est indéniable et
les principaux, enfin, les partenaires de quelques régions qui viennent à nos opérations ici sur Madrid ou qu'on communique sur des campagnes, l'attrait gastronomique, il est le numéro 1 pour les Espagnols. Donc peut-être que alors est-ce que si on fait un parallèle entre vous, voilà, destination à la fois historique, à la fois à la fois aussi paysage, nature et historicité qui arrive en troisième, au final troisième position. Moi, je vois un certain parallèle. Donc, peut-être que voilà, cette récupération, maintenant qu'on est sur une absence complète, voilà, de tout ce qui est barrière sanitaire, barrière territoriale, des choses comme ça, et je vous le souhaite également à l'ASCO, que vous ayez cette pleine récupération et que peut-être cette année va peut-être revenir à un plateau de troisième, voire deuxième clientèle internationale. En tout cas, ça, ces deux points, si vous voulez, à la fois de revenir à des fondamentaux patrimoniaux, historiques de la France et le choix gastronomique, ça, c'est quelque chose qui revient systématiquement. Ouais. Je ne sais pas si ça a pu répondre un petit peu à votre question. Oui, effectivement, bon, on a l'impression que tout le travail qui avait été entrepris a été un petit peu balayé à cause du Covid, ça. Enfin, je veux dire, Ouais. parce que les autres clientèles européennes sont quand même revenues plus rapidement. Ouais. Voilà. Mais bon, on espère que 2024 sera une bonne année. Oui, je vous le souhaite en tout cas. Merci Micheline, merci Clément. Je vais passer la parole à Katia Béret qui a une question. Bonjour Katia. Bonjour. Katia Béret, directrice adjointe de l'Office de tourisme Sarlat-Périgord-Noir. Donc une destination très prisée de la clientèle espagnole. Alors nous, effectivement, on les a pas retrouvés comme on aurait dû les retrouver, mais ils sont quand même très présents. Par contre, nous, on a fait un gros effort de communication avec eux sur le marché de Noël. Et on vous avoue que sur le marché de Noël, la première semaine du marché de Noël sur Sarlat, qui est devenu un très gros marché de Noël, parce qu'on reçoit à peu près 250 000 visiteurs, c'est eux qui nous font la première semaine du marché. Ça correspond vraiment à une période de congé pour eux, puisque c'est le 7 et 8 décembre. Et vraiment, nous, ça fait partie, et on va accélérer la communication sur cette partie-là, puisque ça fait vraiment partie de nos clients numéro 1 du marché de Noël, en tout cas au début. À la fin, c'est les Anglais, mais au début du marché, c'est vraiment eux qui sont présents et on ne parle qu'espagnol sur ce marché. Alors, ça, c'est un point, Katia. Bonjour, Katia. Salut, Maxime. Ça, c'est un point, et c'est vraiment important ce que tu dis, alors parce que ça se confirme. Nous, sur d'autres régions, on avait la semaine dernière le workshop Grand Est et première clientèle internationale aussi sur une semaine également. Alors, tu vois, on peut faire un parallèle également avec toi. Première clientèle internationale aussi sur les marchés en Alsace. Eh ben, c'est la clientèle espagnole. Donc, sur les marchés de Noël, ça peut être aussi une nouvelle fenêtre de réservation intéressante. Nous, on le voit, la ligne Madrid-Strasbourg a explosé ces dernières années. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose aussi qui n'existait pas par le passé comme ça. Mais c'est quelque chose qu'on retrouve aussi sur d'autres régions aussi françaises. Ça, c'est quelque chose qui... Par contre, il faut vraiment qu'il y ait un attrait Noël. Oui. C'est-à-dire qu'ils aiment visiter les sites, parce que pour le coup, on a eu des retours d'autres sites qui sont ouverts, mais qui n'ont pas forcément fait l'effort de jouer le jeu Noël parce que c'est le début décembre et ça n'a pas du tout fonctionné. Il faut vraiment qu'il y ait l'aspect Noël, déco, qu'on se plonge dans l'ambiance en fait. Ouais. C'est exactement ce que j'allais vous dire. Les Espagnols voyagent énormément dans cette semaine-là. Et pas uniquement qu'en France, puisque moi, je fais aussi la gestion de la Suisse et ils voyagent énormément. Mais il faut vraiment qu'il y ait vraiment quelque chose vraiment d'attractif qui représente Noël, en fait, ce côté-là. Ouais. Et ça fonctionne très, très bien. Et effectivement, je ne suis pas du tout étonnée que ça ait fonctionné sur Sarlat. Je l'ai entendu sur d'autres régions aussi.
Les châteaux de la Loire aussi l'ont fait et fonctionnent Ouais. très bien Ah ben. sur Noël. J'allais Ça prendre fait ça venir en des exemple. influenceurs, en Il y a fait. toujours eu voilà, ces marchés de Noël qui sont quand même maintenant très connus de tous, mais il y a plein d'autres régions en France et en Suisse également qui jouent le jeu sur Noël et avec une communication voilà, assez forte et je pense que les retombées sont vraiment significatives. Par contre, Ça nous, on a fait venir des influenceurs qui ont testé avant, hein. Ça, par contre, je sais qu'ils sont allés sur Périgueux aussi, je crois. Et pour le coup, on les a vraiment, ils sont vraiment venus tester et après, on a eu le retour. C'est sûr. Parfois, c'est pas toujours la première année, c'est peut-être la deuxième, mais il Ouais. faut être un peu plus patient. Mais oui, Il faut 3 ans, en fait. nous, si on donne 3 ans au produit, Ouais. c'est la moyenne. Merci Katia pour ton intervention. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant de conclure? Bon. Écoutez, je vous remercie toutes et tous pour votre participation. J'espère que toutes ces informations vous seront utiles. Il y aura un replay, comme l'a dit Anthony en introduction, donc vous aurez la possibilité de revoir la présentation. Et dans tous les cas, moi, je me tiens à votre disposition si vous avez des questions éventuelles, Maxime également, Adeline. Donc, vous aurez les contacts sur le PowerPoint. Et donc, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi, bonne continuation. Et merci encore à nos intervenants pour leur participation. Merci à tous. Merci beaucoup, À très Catherine. vite. Merci Bon tout le monde. après-midi. Merci Catherine. Bon après-midi. Bon après-midi à vous.